Je vais essayer de vous parler des nanotechnologies et des nanosciences qui vont avec, en commençant par vous rappeler que cette nouvelle technologie, elle est liée à une sorte de découverte qui a été faite par hasard dans les années 80, où des physiciens ont mis au point un nouvel instrument qui s'appelle le microscope à effet tunnel. Bon, le microscope à effet tunnel, l'effet tunnel, c'est un processus qui a lieu, on appelle ça un processus quantique, qui a lieu à toute petite échelle et qui permet en gros à des particules de traverser les murs, c'est-à-dire de passer par des endroits où normalement, si les lois de la physique classique étaient justes, elles ne pourraient pas passer. Et donc ils ont inventé, construit cet instrument qui permet de voir des atomes. Vous savez, les atomes, ils constituent la matière ordinaire, et si vous prenez par exemple un cristal, il y a des atomes qui sont ordonnés dans ce cristal, et avec un microscope à effet tunnel, on peut voir les atomes, c'est-à-dire voir plus exactement le nuage d'électrons qu'il y a autour des atomes. Un atome, ça a une taille de 1/10 de nanomètre. Le nanomètre, comme ça a été dit, c'est 1/1000 de mètre. Donc un dixième de nanomètre, c'est 1/10 de milliardième de mètre, c'est la taille d'un atome. Et cet instrument permet de voir des atomes. Et il y a eu une découverte qui s'est faite par surprise. C'est-à-dire que les gens qui ont construit cet instrument se sont rendus compte qu'il leur permettait non seulement de voir les atomes, mais de les déplacer. De modifier leur position, un peu à volonté. Et c'est là qu'est née l'idée de ce qu'on appelait au singulier à l'époque la nanotechnologie. D'ailleurs, les promoteurs de cette nouvelle science, entre guillemets, étaient des gens qui étaient plutôt écologistes et qui avaient pris conscience que les matières premières allaient se faire de plus en plus rares. Et ils voulaient donc minimiser la quantité de matière qui est nécessaire pour faire tel ou tel objet ayant telle ou telle fonctionnalité. Vous connaissez les transistors, par exemple, des objets qui peuvent être miniaturisés. Alors l'idée à eux, c'était de faire les transistors qui soient les plus petits possibles. Et donc assembler atome par atome des atomes, de telle sorte qu'on produise à la fin un objet qui réalise la fonction transistor avec la matière la plus petite possible, avec la quantité de matière la plus petite possible. Et puis, petit à petit, la nanotechnologie est devenue quelque chose de beaucoup plus vaste. On parle de nanotechnologie au pluriel. Et l'idée, c'est finalement de fabriquer des objets dont une des dimensions est égale au nanomètre, ou bien à la dizaine de nanomètres, ou bien à la centaine de nanomètres. Ce qu'on appelle donc des nanoparticules. Alors là-dessus, je voudrais tout de suite lever une ambiguïté qui vient du fait que dans la langue française, le mot nano est un préfixe. Pardon, nanomètre, ça veut dire 1/1000 de mètre. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens, quand ils entendent le mot nanoparticule, considèrent que ce sont des objets qui ont 1 milliard de fois, enfin une taille 1 milliard de fois plus petite que celle d'une particule. Et donc une nanoparticule serait une sorte de micro-particules qui serait 1 milliard de fois plus petite que les particules ordinaires. Or, c'est une erreur. Ça vient du fait qu'on n'aurait pas dû proposer ce nom. Une particule élémentaire, les plus petits objets de matière que nous connaissons, électrons, pour ceux qui connaissent, les quarks qui constituent les protons et les neutrons, sont des particules beaucoup plus petites en dimension que le nanomètre. Par exemple, un électron a une taille, entre guillemets, qui vaut 1 milliard de fois moins que le nanomètre. Donc la taille d'un électron, c'est 1 milliardième de mètre. Et donc, si je vous dis cela, c'est parce qu'un électron qui verrait passer dans l'espace une nanoparticule, comme on l'appelle, ne dirait pas « c'est une nanoparticule que j'ai vu passer ». Il dirait « j'ai vu passer une gigaparticule ». Alors, il y a un monstre. Donc ça, c'est juste pour défaire une idée trop courante, à mon avis, qui est de dire que les nanotechnologies sont des technologies de l'infiniment petit. Non.
Les nanoparticules sont composées de dizaines, voire de centaines, voire de milliers d'atomes. Et donc, par rapport aux particules élémentaires que nous étudions par ailleurs, ce sont des objets monstrueux. Alors, on parle à ce propos d'une révolution technologique. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on dit cela? C'est parce que on ne pense pas à cette échelle faire des découvertes scientifiques, au sens où on ferait, par exemple, la découverte d'une nouvelle force qu'on n'aurait pas identifiée jusqu'à maintenant. En réalité, les nanotechnologies se développent partout dans le monde à une vitesse très grande, précisément parce que les physiciens et les ingénieurs qui travaillent dans ces domaines ont confiance dans les théories physiques qui décrivent la matière à cette échelle. Ils ont confiance, ça veut dire qu'ils sont à peu près sûrs de ne pas avoir de surprise. C'est-à-dire que les concepts qu'ils utilisent dans leur théorie ont fait leurs preuves par ailleurs, et donc ils pensent disposer d'un cadre théorique qui leur permet d'interpréter les résultats qu'ils obtiennent, en étant persuadés que ce cadre est le bon, et qui ne tomberont donc pas sur un os conceptuel qui viendrait les empêcher de faire des prédictions comme celles qu'ils font aujourd'hui à partir des cadres qui sont à leur disposition. Autrement dit, les nanotechnologies, ça n'est pas une révolution scientifique, il n'y aura pas de nouvelles découvertes, mais c'est une révolution technologique, qui est que pour la première fois dans l'histoire, on a des instruments, comme le microscope à effet de tunnel, mais il y en a d'autres, qui permettent de manipuler la matière à l'échelle de l'atome. Alors pourquoi est-ce que ça intéresse les gens? C'est parce qu'à cette échelle-là, la matière a des propriétés qu'elle n'a pas quand on l'observe à une plus grande échelle. Je vais vous prendre l'exemple de l'or. L'or, par définition, ou plutôt, c'est la conception qu'on en a, l'or, c'est un métal précieux. Précieux, ça veut dire qu'il est inerte chimiquement. C'est difficile d'attaquer l'or, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'associe à l'idée d'éternité, rien ne peut l'altérer. C'est un métal précieux, inerte, chimiquement stable, etc. Maintenant, si vous arrivez à tailler dans de l'or à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire que vous avez un morceau de matière dont la dimension est de, disons, quelques centaines de nanomètres, donc vous avez un échantillon qui contient quelques dizaines ou quelques centaines d'atomes d'or, et bien les propriétés de l'or sont complètement différentes. Il va devenir plus virulent, très actif chimiquement, c'est-à-dire le contraire de ce qui semble être à l'échelle ordinaire. C'est plutôt un bijou. Alors, ça montre quoi, ça? Ça veut dire que... Je vais prendre excusez-moi, j'ai une journée épouvantable, donc il faut que je remette mes idées en ordre. J'ai pas fait de plan, j'ai même pas le temps de préparer, mais j'ai quand même quelques souvenirs de ce que je dois vous dire. Alors je vais essayer d'attendre avec vous qu'ils reviennent, ces souvenirs, et entre-temps, je vais vous parler. Donc, vous avez chez vous, je pense, du sucre en morceaux. Les morceaux de sucre en morceaux sont mis dans une boîte parallélépipédique, qui a une certaine surface extérieure. Imaginez maintenant que vous allez prendre tous les morceaux de sucre qui sont dans la boîte et les disposer sur la table. Le volume total de tous ces morceaux de sucre sera le même que le volume de la boîte. Quand vous sortez les morceaux, vous ne changez pas leur volume. Et le volume total formé par les volumes individuels de tous les morceaux de sucre est égal au volume de la boîte qui les contenait au départ. Seulement, si vous regardez maintenant non pas le volume de ces morceaux de sucre, mais leur surface, vous verrez rapidement que la surface totale de tous ces morceaux de sucre est bien plus grande que la surface de la boîte qui les contenait au départ. Autrement dit, quand vous divisez la matière à des échelles de plus en plus petites, vous augmentez le rapport qu'il y a entre la surface de cette matière et son volume. Autrement dit, plus c'est petit, plus les propriétés de surface deviennent dominantes. Et c'est la raison pour laquelle les nanoparticules, quand la matière est divisée à cette échelle, ont des propriétés liées à leur surface, qui est bien très grande par rapport au volume, qu'elles n'ont pas lorsqu'elles sont à une échelle plus grande. Et c'est vrai pour les
propriétés chimiques que j'ai évoquées en prenant l'exemple de l'or, mais c'est vrai également pour les propriétés thermiques, les propriétés magnétiques, électriques, mécaniques. Et donc à cette échelle-là, la matière a de nouvelles propriétés. Et c'est pour cela que les gens s'intéressent à elle en se disant que peut-être ils pourront fabriquer des objets, des produits, des instruments qui ont des propriétés très différentes de celles que nous utilisons à l'échelle ordinaire. Donc ça vient de ce que plus un objet est petit, et plus sa surface est grande rapportée à son volume. Et on verra que ça a des conséquences, puisque la personne qui a demandé cette conférence s'intéresse aux dangers et aux peurs que cela peut susciter. Ça pose un problème qu'on appelle la nanotoxicologie. D'habitude, quand on veut connaître la toxicité d'un produit chimique, on regarde à quelle famille ce produit appartient, quels sont les éléments chimiques qui le constituent. Et connaissant les éléments chimiques qui le constituent, on sait dire sa toxicité si on tient compte de la dose à laquelle il est administré. Et dans le cas des nanoparticules, cette information n'est pas suffisante. Parce que le fait de savoir à quel élément chimique appartient un échantillon de matière donnée ne permet pas de savoir quelle sera sa toxicité dans un milieu donné. Puisque cette toxicité va dépendre non seulement de son appartenance chimique, s'il s'agit d'or, d'argent, de cuivre, d'aluminium ou d'autres choses, mais également de sa forme, de son volume et du contexte dans lequel on l'insère. Et donc, l'étude de la toxicité dans l'organisme, par exemple, ou dans l'environnement des nanoparticules est beaucoup plus complexe que l'étude de la toxicité d'un produit chimique ordinaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on mène, en France, mais partout dans le monde, des études très importantes sur la toxicité, qui est un sujet très complexe, à propos duquel il ne faut pas attendre de conclusions rapides. Ça va demander beaucoup de temps, précisément, parce qu'il y a beaucoup de paramètres différents à intégrer, et c'est donc une affaire beaucoup moins simple que l'affaire de la toxicité concernant des produits qui existent à des tailles assez grandes par rapport au nanomètre. Alors, évidemment, si les gens investissent beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, c'est pas simplement pour se faire peur. C'est parce que les pistes qui sont explorées sont en fait innombrables. Elles vont du gadget le plus utile, elles vont des gadgets les plus futiles aux développements les plus utiles. Il y a, comme vous le savez, beaucoup de défis aujourd'hui en matière d'environnement, en matière d'énergie, et il se peut, c'est en tout cas ce que disent certains promoteurs des nanosciences, que nous ne pourrons pas relever ces défis sans faire appel aux nanosciences. Et donc vous voyez que déjà ça problématise la question de la peur. On peut avoir peur des nanos pour des tas de raisons que j'expliquerai tout à l'heure, à commencer par la toxicité. Et donc il y a la nouveauté, cette nouveauté est mal connue, et donc elle peut susciter des craintes. Mais il y a aussi des gens qui ont peur qu'on ne les utilise pas. Qui ont peur que si on ne les utilise pas, alors les défis que nous avons relevés ne seront pas relevables et que donc on va vers des problèmes considérables. C'est un peu comme le nucléaire. Il y a des gens qui ont peur du nucléaire, c'est normal parce que le nucléaire c'est dangereux. Mais si on se prive du nucléaire, évidemment on se débarrasse des risques nucléaires, mais on doit affronter d'autres risques, qui sont par exemple le fait qu'on n'aura plus de l'énergie ou de l'électricité relativement à bas coût et en abondance. Aujourd'hui, quand on appuie sur un bouton électrique, en général, il y a de la lumière ou il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est parce qu'on dispose de quantités d'électricité conséquentes que nous pouvons acheter à des coûts qui restent accessibles, même si ça pourrait ne pas durer. Et donc, si on se prive de cette source d'électricité, on risque d'avoir des problèmes. Et donc, vous voyez qu'une technologie présente des risques, et le fait de ne pas l'utiliser peut, dans certains cas, également présenter des risques. Alors, comme on a peu de temps, je ne vais pas détailler toutes les applications des nanosciences ou des nanotechnologies, je vais donner quelques exemples. Un exemple d'abord dans le domaine de l'énergie et du développement durable.
Comme vous savez, on essaie un peu partout dans le monde de promouvoir les véhicules électriques. Et les experts nous disent que pour que ces véhicules soient viables d'un point de vue commercial, c'est-à-dire il faut qu'ils soient tels que les gens aient envie de les acheter, ils doivent pouvoir parcourir environ 300 km avec 100 kg de batterie. 100 kg de batterie, c'est déjà pas mal. Et il faudrait que ces 100 kg de batterie, qui stockent donc de l'électricité, soient capables de fournir à ces véhicules une autonomie de 300 km. Alors comme vous savez, il y a des véhicules hybrides aujourd'hui de première génération qui sont le résultat de progrès importants dans ce domaine. Néanmoins, aujourd'hui, pour parcourir 300 km avec un véhicule totalement électrique, il faut des batteries qui sont trop volumineuses. Par exemple, les batteries lithium-ion qu'on utilise dans les ordinateurs portables ou les téléphones mobiles ont permis de progresser avec un meilleur stockage. Malheureusement, leur prix et surtout leur durabilité restent à ce jour incompatibles avec le marché de l'automobile tel que je l'ai résumé à l'instant. Et donc, les gens se disent, peut-être qu'avec des nanotechnologies, on pourrait rendre ces batteries plus performantes, moins chères, notamment en associant des nanoparticules de lithium, de fer et de phosphate, qui permettraient d'augmenter de façon générale les performances des batteries. Ça reste à démontrer, en tout cas il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Autre exemple, les cellules photovoltaïques, qui utilisent, comme vous le savez, des panneaux solaires. Donc l'idée, c'est de convertir l'énergie solaire, lumineuse, en courant électrique. Donc, vous savez, il y a le solaire photovoltaïque, c'est celui-là, mais il y a aussi un solaire thermique, dans lequel on utilise l'énergie du rayonnement solaire pour chauffer de l'eau. Donc on chauffe, on convertit l'énergie lumineuse en énergie thermique. Là, il s'agit de convertir de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Et aujourd'hui, ces cellules photovoltaïques sont à base de silicium et elles ne récupèrent que 10% de l'énergie de la lumière qui les frappe. Et donc il y a beaucoup de recherches pour essayer de développer de nouvelles cellules solaires qui seraient moins chères que les cellules actuelles et qui pourraient absorber une plus grande plage d'énergie, plus que 10%. Et pour cela, il faudrait qu'elles utilisent des espèces de nanocordes, donc des nanoparticules en forme de cordes, dispersées dans un polymère qui produit de l'électricité dès que la lumière le frappe. On peut aussi envisager d'améliorer les dispositifs d'éclairage. On peut imaginer de mieux stocker l'hydrogène, qui, comme vous le savez, est un vecteur d'énergie. On peut également optimiser la combustion des moteurs, produire des matériaux peut-être aussi résistants que l'acier et aussi légers que le plastique, qui permettraient de réduire la consommation d'énergie, notamment dans l'aéronautique, où moins les choses sont lourdes, massives, et plus c'est intéressant du point de vue énergétique. Il y a des applications du même type dans le domaine des textiles, je ne vais pas les évoquer. Il y en a d'autres dans le domaine de la santé, de la médecine en général. Et d'ailleurs, je remarque que dans beaucoup d'ouvrages qui parlent des nanotechnologies, lorsqu'on associe santé, médecine et nanotechnologie, on pense aussitôt au développement de ce qu'on appelle la nanomédecine, qui est très prometteuse, qui est toute bardée de nouvelles technologies. L'idée qu'on pourrait encapsuler des médicaments très efficaces dans des petites cellules qui vont transporter le principe actif du médicament là où il est nécessaire, dans la cellule qu'il faut détruire ou bien guérir. Et donc ça devient tout de suite très très compliqué, ça ressemble presque à de la science-fiction. Simplement, il y a des pistes de développement très intéressantes qui sont beaucoup moins sophistiquées que la nanomédecine. Je l'ai dit, les nanoparticules sont très réactives d'un point de vue chimique et de ce fait, elles peuvent jouer un rôle important dans la dépollution ou bien dans l'épuration de l'eau, qui sont essentielles à la meilleure santé de populations importantes, notamment dans les pays très pauvres. Par exemple, on peut imaginer que des filtres à base de nanoparticules d'oxyde de fer
peuvent piéger l'arsenic qui empoisonne certaines populations, notamment au Bangladesh. Autrement dit, on réalise des filtres qui empêchent l'arsenic qui est présente dans l'eau que boivent ces gens et empêchent que cet arsenic pénètre dans leur organisme et donc leur permettent de vivre dans des conditions plus saines. Alors, pour comprendre ce qu'est un filtre, il suffit d'avoir en tête l'image d'un tamis ou d'un filtre à café. Plus les espaces par lesquels l'eau peut passer sont réduits, et plus la filtration est efficace, car les impuretés sont plus nombreuses à être retenues. Et cette image permet de comprendre l'intérêt de certains nanopores comme agents filtrants qui sont utilisés dans ce cas. Alors je l'ai dit, dans un registre beaucoup plus complexe, on peut envisager des nanomédicaments ciblant les cellules malades. L'idée, c'est d'utiliser des nanovecteurs qui concentreraient des molécules médicamenteuses ou des suppléments vitaminiques et pourraient atteindre spécifiquement des cellules ou des organes cibles. Et au lieu de disperser les médicaments dans tout le corps, on s'arrange pour les envoyer là où ils ont besoin d'être efficaces. Voilà, c'est quelques exemples que je vous donne en vitesse. Il y a des transparences, si vous voulez les regarder, on les regardera tout à l'heure. Mais je préfère qu'on parle plutôt sur le ton de la conversation. Si les images vous aident à comprendre, je suis tout à fait prêt à vous les montrer, mais je ne suis pas sûr que ce soit absolument indispensable. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut avoir peur de tous les développements technologiques? Alors il y a une réponse qui est de dire, quand une innovation apparaît, par définition, elle installe dans notre environnement de nouveaux objets dont toutes les conséquences ne sont pas forcément connues au moment où ces objets sont mis à la disposition du public ou d'une partie du public. Comme le disait Paul Valéry il y a bien longtemps, il y a un siècle, l'homme sait en général ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Alors, cet adage qui me semble assez juste pourrait nous conduire à penser qu'il faudrait cesser d'innover. Mais cesser d'innover, c'est d'une certaine façon faire quelque chose. Et là aussi, nous ne savons pas ce que nous ferions, ou ce que ferait ce que nous ferions si nous cessions d'innover. Autrement dit, vous voyez bien qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de problèmes à résoudre. La question c'est, est-ce qu'il faut innover pour résoudre les problèmes? Ou bien est-ce que ces problèmes sont tellement nombreux qu'on décide de ne pas innover et de les résoudre avec les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui? C'est la question qu'il faut débattre. Je ne vais pas vous apporter la réponse, j'ai ma petite opinion, mais si ces questions se posent, c'est parce que il me semble que le projet scientifique et technique, disons le projet des Lumières, celui qui a accompagné l'épanouissement de l'idée de progrès, était un projet qui était enchâssé dans un projet de civilisation. Quand Descartes disait « il faut que l'homme se rende comme maître et possesseur de la nature », ce qu'il disait par là, c'était que la science et la technique étaient des moyens mis à la disposition de l'homme pour atteindre une finalité qui n'était pas la connaissance, mais le bonheur et la liberté. La finalité du projet scientifique pour Descartes, c'est de rendre l'homme plus libre et plus heureux. Autrement dit, la science et la technique sont des moyens mis au service d'une fin transcendante par rapport à ces moyens, qui est le bonheur et la liberté. Aujourd'hui, il semblerait que nous n'avons plus de projet de civilisation. C'est-à-dire, nous avons des doutes, nous critiquons l'idée de progrès, nous considérons qu'elle s'est problématisée, nous n'avons plus confiance, de sorte que les ressorts de la prédiction, qui permettaient autrefois de configurer le futur, nous apparaissent cassés. Moi, je fais partie d'une génération, j'ai 54 ans, qui, lorsqu'elle était adolescente,
recevait toutes les semaines dans sa boîte aux lettres des magazines pour adolescents, Tintin, Spirou, Pilote et d'autres, qui configuraient l'an 2000. On nous expliquait ce que serait l'an 2000, comment on allait voyager, se déplacer, comment on allait travailler, se nourrir, communiquer, etc. Évidemment, c'était souvent faux, enfin ça s'est révélé faux par la suite, mais au moins, les adolescents que nous étions pouvaient déterminer leur propre trajectoire individuelle en la rapportant à une configuration imagée du futur. Le futur était en quelque sorte présent au sens où il était présenté à ceux qui étaient susceptibles de le connaître de leur vivant. Aujourd'hui, ce travail de perspective ou de prospective ou même de prédiction s'est complètement effondré puisque personne ne configure 2050. Et donc, la technologie, par le rythme qu'elle a, semble produire de l'histoire, au sens où nous avons conscience que ce que nous faisons, aucune autre société humaine ne l'a fait auparavant. Donc nous avons conscience que nous faisons l'histoire par l'innovation, mais nous ne sommes pas capables de dire quelle histoire nous faisons. Et ça rejoint Paul Valéry que je citais tout à l'heure, où cette évolution rapide que nous connaissons dans le domaine des techniques ne permet plus l'extrapolation, c'est-à-dire le fait de pouvoir dessiner à quoi ressemblera le monde dans 30 ou 40 ou 50 ans. Et d'ailleurs, quand j'étais adolescent, la phrase, le dicton qu'on répète toujours, on n'arrête pas le progrès, avait un sens complètement différent du sens qu'a cette même phrase aujourd'hui. À l'époque, on n'arrête pas le progrès, ça voulait dire il serait moralement condamnable de vouloir arrêter le progrès. On n'arrête pas le progrès, ça voulait dire il n'est pas bien de songer vouloir le freiner puisqu'il est positif. Il faut donc le laisser aller aussi rapidement qu'il voudra puisque il nous conduit à son rythme vers un horizon que nous avons configuré à l'avance et qui nous semble désirable. Aujourd'hui, la même phrase, on n'arrête pas le progrès, signifie tout à fait autre chose. On n'arrête pas le progrès, ça veut dire qu'on a pris acte du fait que le progrès technique, notamment, s'est autonomisé par rapport à nos désirs. Et on n'arrête pas le progrès, veut dire simplement qu'aucun être humain n'a le pouvoir de l'arrêter, comme s'il échappait dorénavant à nos désirs, à notre contrôle et peut-être même à notre maîtrise. Et du coup, la technologie angoisse par le fait que, puisqu'elle évolue rapidement, elle manifeste autour de nous le fait que nous allons vers un futur très différent de notre présent et peut-être de notre passé, a fortiori. Et comme nous avons peur du futur, nous la soupçonnons d'être le vecteur qui nous emmène collectivement vers ce futur qui nous fait peur. Et la question est de savoir si, en la matière, elle fait office de bouc émissaire ou pas. C'est-à-dire, ce qui est interrogé là, c'est notre rapport au progrès. J'ai beaucoup d'étudiants qui pensent que l'idée de progrès est une idée morte. Ils n'y croient plus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idée de progrès? On peut peut-être y passer 2 minutes. L'idée de progrès, c'est une idée qui a pas mal de définitions. Elle a même une anagramme qui est le degré d'espoir. C'est les mêmes lettres. L'idée de progrès, le degré d'espoir. D'ailleurs, c'est une anagramme qui n'est peut-être pas si contingente que cela, peut-être qu'elle a une signification profonde, parce que derrière l'idée de progrès, il y a l'idée que ça vaut le coup de sacrifier son présent personnel pour un futur collectif. L'idée de progrès, c'est l'idée que le négatif, c'est-à-dire ce qui ne va pas dans la société, par exemple, est relatif. C'est-à-dire le mal, le négatif, n'est pas absolument négatif. Il peut être transformé en son contraire, c'est-à-dire transformé en mieux, en positif, à condition qu'on travaille sur lui. Donc croire au progrès, c'est penser qu'on peut utiliser
le négatif comme ferment du meilleur. Ce qui ne va pas n'est pas condamné à mal aller. Si on travaille sur lui, on pourra le rendre plus positif. Et donc croire au progrès, c'est croire que le négatif est le ferment du meilleur. Est-ce que nous croyons encore à cette idée? L'idée de progrès, c'est une idée sacrificielle. Et les générations actuelles acceptent de se sacrifier au nom des générations futures. C'est le contraire de la bohème. La bohème, c'est je profite du temps présent, je ne m'occupe pas du futur, je ne veux pas vivre comme mon père qui se décarcasse et s'épuise, je veux profiter du temps qui m'est donné. Alors que les modernes et les progressistes sont des gens qui acceptent de sacrifier leur présent pour les générations futures. Il y a l'espoir que le futur sera meilleur que le présent ou le passé, et il semblerait que cette idée soit en crise. Mais est-ce qu'elle est réellement en crise? Quand je demande à mes étudiants, est-ce que vous êtes d'accord pour retourner à la nature brute, faire comme si la technique n'avait pas changé nos conditions de vie, ils me répondent non. Ils sont d'accord pour retourner à la nature brute, à condition d'emporter avec eux un sac à dos d'antibiotiques, leur tablette machin, leur téléphone portable et une carte bleue. Donc, vous voyez, on a un rapport qui est en fait paradoxal et ambivalent à l'égard du progrès. Nous faisons semblant de ne plus y croire, mais en réalité, nous continuons à y croire farouchement, mais de façon négative. C'est-à-dire à l'aune de l'effroi que nous inspire l'idée qu'il pourrait s'interrompre. On n'aime pas le progrès, mais on panique à l'idée qu'il s'arrête. C'est-à-dire, si je vous disais qu'aujourd'hui, on arrête tout et qu'il n'y aura plus aucun progrès technique dans le futur, je ne suis pas sûr que ça vous ravirait. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on gère collectivement l'innovation? Alors, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on débattre ensemble. Ceux d'entre vous qui ont déjà entendu parler des nanotechnologies savent qu'en réalité, les financements dans ce domaine sont devenus très importants à partir de 2002, lorsque les Américains ont rendu un rapport rédigé par deux physiciens qui s'appellent Rocco et Bainbridge, dans lequel ils annoncent que grâce aux nanotechnologies, l'humanité va pouvoir vivre une révolution de civilisation. C'est-à-dire qu'en fait, tous les problèmes que nous avons, liés à l'énergie, à la dégradation de l'environnement, aux maladies, et même aux différences de culture qui font qu'on n'arrive pas à se comprendre entre langues différentes, par exemple, seront résolus grâce à toutes ces innovations liées au fait qu'on est capable de manipuler la matière à l'échelle du nanomètre. Et en fait, quand on lit leur rapport, on voit que c'est complètement délirant, c'est-à-dire ils font ce qu'on appelle du hype. Le hype, ça veut dire hyper en américain, c'est-à-dire un discours complètement publicitaire. Au lieu d'expliquer concrètement ce que sont les nanotechnologies, ils les enchâssent dans un projet métaphysique. On va vers une nouvelle civilisation, évidemment, on ne voit pas trop les détails, mais quand on lit le rapport, on a l'impression que tous les problèmes que nous avons seront résolus grâce à ces nanotechnologies. Et immédiatement, les fonds ont été débloqués, les chercheurs ont été financés, mais il y a des gens qui ont se dit, mais s'il y a une révolution de civilisation qui est annoncée, il serait quand même intéressant qu'on en discute. Nous, citoyens, avons peut-être des choses à dire sur la question. Est-ce que la révolution dont vous nous parlez nous séduit? Est-ce qu'elle nous tente? Est-ce qu'on en a envie? Et ont commencé là toutes sortes de débats qui ont conduit en France à ce qu'on organise en 2009 et 2010 un débat national sur la gouvernance des nanotechnologies. Et alors beaucoup de chercheurs, dont je fais partie, se sont posé la question de savoir quelles étaient les questions éthiques posées par les nanosciences. Alors évidemment, il y en a une première qui est la toxicité. Est-ce que les nanoparticules, c'est dangereux? Il y en a déjà dans l'alimentation, il y en a dans des produits nanofacturés, par exemple dans les cadres des vélos, il y a des nanotubes de carbone.
Les nanotubes de carbone, c'est des atomes de carbone disposés d'une façon telle que ces nanotubes, c'est la forme de tube, ont des propriétés mécaniques incroyablement plus performantes que celles des atomes de carbone dans d'autres configurations. Beaucoup plus importantes que celles de l'acier. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir des clubs de golf un peu plus légers. Et surtout, moi qui fais de l'alpinisme, depuis qu'il y a des nanoparticules dans les crampons, par exemple, dans les piolets, la vie des alpinistes a changé. Donc on arrive à modifier, par insertion de nanoparticules dans certains produits manufacturés, on arrive à complètement modifier et améliorer, entre guillemets, les propriétés de ces objets. Et en même temps, on va disperser des nanoparticules dans l'environnement. Est-ce qu'on a raison de le faire? Est-ce qu'on n'a pas raison de le faire? Il y a des nanoparticules naturelles. Les pollens, par exemple. Donc c'est un peu comme la radioactivité. Il y a de la radioactivité naturelle, comme vous savez. Est-ce qu'on a le droit d'ajouter à la radioactivité naturelle de la radioactivité artificielle? Il y a des nanoparticules naturelles. Est-ce qu'on a le droit d'en rajouter dans l'atmosphère? On le fait déjà. Les gaz d'échappement sont pleins de nanoparticules. Une éruption volcanique, ça émet dans l'atmosphère toutes sortes de nanoparticules. Mais est-ce que nous, qui fabriquons des nano-objets, avons le droit d'augmenter la dose? Et si oui, dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des seuils? Bon, voilà le genre de questions qu'il faut discuter. Et donc, à ma grande surprise, le débat national a quasiment porté exclusivement sur la question de la toxicité. Et puis, comme vous le savez, assez rapidement, il a été interrompu par des opposants. C'est un débat qui devait se dérouler dans 18 villes universitaires de France, débat public, organisé par la Commission nationale des débats publics. Et puis, assez rapidement, des opposants sont arrivés dans les salles et ont empêché les débats, ou ont interrompu les débats, ça a dépendu des cas. Mais je dis ça parce qu'il y a une sorte de contradiction, qui est que le public demande du débat public, ce qui est parfaitement légitime, mais quand il y a des débats publics, il n'y a pas de public. Puisque ce débat national qui a duré 6 mois n'a attiré que 3000 personnes dans toute la France, dont 1500 opposants. Et le site web qui avait été mis sur pied pour l'occasion a été consulté, je crois, par 6000 internautes. C'est rien. Et je vous rappelle que c'était un débat qui était une conséquence du Grenelle de l'environnement, dont la mise en place a été signée par 6 ou 7 ministres. C'était une affaire nationale. Nationale. Et pendant ces 6 mois qu'ont duré les débats, aucun parti politique, à part les Verts, ne s'est exprimé sur ce sujet qui était mis en débat national. Et vous voyez que les technologies dont on parle beaucoup sont en lévitation intellectuelle. C'est l'impensé du politique. Parce que je vous rappelle, dans le même temps, on parlait de la réforme de l'orthographe, et surtout on parlait je crois, du voile islamique. Je conçois bien que le voile islamique soit un problème. D'ailleurs, tous les élus ont mis sur leur blog leur propre réflexion sur le voile islamique. Et vous êtes d'accord avec moi que les nanosciences, qu'on les utilise, qu'on les promeuve ou pas, auront dans la vie de chacun d'entre nous beaucoup plus d'implications que n'importe quelle loi, que beaucoup de lois en tout cas votées au Parlement. Donc le fait que la politique ne parle pas de ces questions est un problème social. C'est le message pour les politiques, mais aussi un message pour le public. C'est que c'est très bien de réclamer le droit de savoir. Dans votre introduction, vous avez dit qu'il y a un manque de transparence. On dit ça pour le nucléaire aussi. Est-ce qu'il y a vraiment un manque de transparence? Vous trouvez? Oui, mais il y a quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas confondre le droit de savoir et le désir de connaître. Autrement dit, le fait de réclamer le droit de savoir est un droit parfaitement légitime en démocratie. Mais il s'estimera lui-même constamment bafoué tant qu'il ne se sera pas converti en désir de connaître. Je veux dire par là que
pouvez dire les types du nucléaire nous cachent des choses. Très bien. Mais avant de pouvoir comprendre ce qu'ils ont envie de vous dire, quand ils parlent, il faut savoir ce que c'est que la radioactivité. Sinon, vous n'allez pas les comprendre. La radioactivité a été découverte il y a plus d'un siècle. On a fait des livres sur elle, on a expliqué toutes sortes de choses à propos de la radioactivité. Or, ce qu'est la radioactivité ne fait toujours pas partie de la culture commune. Alors que si la question du nucléaire nous tourmentait vraiment, on apprendrait de la radioactivité. Simplement pour pouvoir interpeller les ingénieurs, le cas échéant, etc. Et donc je dis ça non pas pour vous provoquer, mais pour vous dire que moi qui ai passé beaucoup d'années de ma vie à écrire des livres pour expliquer la physique aux gens, et je ne suis pas le seul, les scientifiques n'ont jamais autant parlé. Jamais autant écrit, jamais autant expliqué ce qu'ils font. Mais nous constatons ce que j'appellerais un échec relatif de la vulgarisation. Par exemple, le nombre de Français, ça a été mesuré dans un sondage, qui pensent que la radioactivité est toujours artificielle, il augmente. Ce nombre de Français augmente. Donc, ça veut dire que tous les efforts qu'on accomplit pour expliquer qu'elle peut être naturelle également, ça ne marche pas, quoi. Et donc je m'interroge là-dessus. Si vous voulez qu'on en débatte, je suis tout à fait ouvert. Mais je ne comprends pas pourquoi, quand il y a des débats publics, il y a très peu de public. Alors que quand on écoute la radio, on a l'impression que tout le monde veut débattre du nucléaire, des OGM, etc. Moi, par exemple, je suis physicien, et j'ai beaucoup de mal à savoir ce que c'est qu'un OGM. J'ai tenté, j'ai lu des livres, etc., mais je n'ai pas bien compris. Alors, est-ce que tout le monde est dans la même situation? Est-ce que notre désir de connaître est à la hauteur de notre exigence en matière de droit de savoir? Parce que dire que les gens complotent, c'est possible. Peut-être qu'on complote. Mais ça ne peut se voir et se prouver que si on fait un effort pour voir et comprendre ce qu'ils tentent de dire quand ils parlent. Alors, moi, il me semble que les nanosciences posent des problèmes éthiques considérables qu'il faut discuter. Par exemple, les nanosciences permettent de traverser la frontière entre le naturel et l'artificiel, voire entre le vivant et le non-vivant. On peut imaginer mettre dans le corps humain toutes sortes de trucs qui vont soit augmenter les performances du corps humain, le doper en quelque sorte, psychologiquement, intellectuellement, physiquement, ou bien qui vont pallier les déficiences de structures organiques qui fonctionnent mal et qui seraient aidées par des inserts dans le corps humain qui feraient office de palliatifs permettant de réparer des corps abîmés. Il y a beaucoup de gens qui travaillent par exemple sur des trucs qui permettraient aux aveugles de voir. Donc là il s'agit de réparer des corps ou de faire entendre des sourds. On répare des corps abîmés ou qui n'ont pas toutes leurs fonctions essentielles et on essaie de compenser techniquement des défaillances de l'organisme. Donc on est plutôt dans une logique de réparation des corps. Les Américains, eux, ils ont une logique un peu différente. C'est la logique de l'augmentation des performances du corps humain. Donc c'est plus la réparation, c'est le dopage. Bon. Pourquoi pas? Mais vous voyez bien que cette séparation est en partie artificielle par le fait que les techniques qui permettent de réparer des corps ressemblent beaucoup à des techniques qui permettent d'augmenter les performances des corps. Donc la frontière entre les deux n'est pas tout à fait claire. En tout cas, le point important, c'est que toute la morale traditionnelle, si vous lisez Kant par exemple, s'est construite sur l'idée que certaines frontières, par exemple entre le naturel et l'artificiel, sont intangibles. Elles sont sacrées en quelque sorte. Le naturel, c'est le naturel, l'artificiel, c'est l'artificiel. Et toute la morale s'est fondée sur ces démarcations
qui semblait s'imposer comme faisant partie du destin humain. C'est la condition humaine qui impose ces démarcations, et on doit penser dans ce cadre. Or, avec les nanos, mais pas seulement avec les nanos, avec d'autres techniques comme les pacemakers, par exemple. Un pacemaker, c'est l'insertion dans le corps humain d'un objet technique qui pallie les déficiences cardiaques. Donc, est-ce que vous êtes contre les pacemakers? Est-ce qu'il y a des organes dans le corps dont vous estimez qu'on n'a pas le droit de les toucher, qui doivent être absolument protégés? Évidemment, si je faisais un sondage dans la salle, il n'y aurait pas de consensus. Nous ne serons jamais d'accord sur ces questions. C'est comme la question de l'IVG, c'est la question du mariage homosexuel, il n'y aura jamais de consensus. Parce que ce sont des questions éthiques. Et les questions éthiques n'ont pas de solution. Par exemple, est-ce que vous avez le droit d'interrompre la vie d'un embryon? Il y a des gens qui vont penser que oui, d'autres que non. En tout cas, il n'y aura jamais consensus. Comment décide-t-on quand il n'y a pas de possibilité de consensus à propos d'une question éthique? Eh bien, on réunit des commissions qui transforment une question éthique insoluble en une question technique. Et ils vont se dire, ok, on autorise l'IVG, mais on l'encadre par des contraintes. Et on dira, par exemple, l'IVG est autorisé à condition que l'embryon ait un âge inférieur à telle durée, qui est un critère en partie arbitraire, en partie discuté, qui permet de mettre une norme technique qui permet de répondre à une question éthique qu'on ne peut pas trancher. Personne ne sait si on a le droit d'interrompre la vie d'un enfant. Personne n'en sait rien. Mais comme c'est une pratique, il faut bien l'encadrer par la loi. Et pour la question des frontières dont j'ai parlé, si vous faites parler les religieux, si vous faites parler les experts, si vous faites parler les personnes concernées, en bonne santé, si vous faites parler les malades, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Et donc là, il y a un débat à avoir collectivement pour pouvoir dire dans quelles conditions et pour quel genre de pathologie, par exemple, on autorise de telles techniques. Une autre question éthique, c'est la question de l'observation et du suivi et du contrôle des individus. C'est-à-dire on peut imaginer qu'avec des puces qui sont installées dans le corps humain, on soit capable eh bien, de suivre les gens, où qu'ils soient, de les fliquer en quelque sorte, ce qui est déjà le cas avec les téléphones portables ou avec d'autres choses qui vous suivent un peu comme un fil à la patte. Et la question est jusqu'où on va dans ce domaine. Est-ce que la vie privée est une chose qu'on peut encore garantir? Est-ce qu'on peut déjà la définir? Et l'ayant définie, est-ce qu'on peut la protéger? Ou est-ce que les techniques dont je parle vont permettre de réaliser une situation dans laquelle aucun individu ne pourra avoir une intimité qui soit à la fois totale et choisie? Comment garantir, dans ce cadre-là, le respect de la part cachée de chacun d'entre nous à l'ère de la transparence informatisée? D'ailleurs, à ce propos, il y a une chose qui m'étonne beaucoup, c'est que les gens sont complices de la violation de leur intimité. Regardez ce qui se passe sur Facebook, c'est un truc hallucinant, où les gens racontent leur vie à des gens qui ne connaissent pas. Une espèce de dévoilement presque obscène de leur intimité. Et ils sont complices parce que personne ne leur demande. Hein. Et là, je dois dire que c'est quelque chose d'assez étonnant. En tout cas, que moi je trouvais étonnant. Il y a une semaine, j'étais à Berlin où j'ai visité le musée de la Stasi. C'est une expérience que je vous recommande. Et vous voyez comment, pendant la guerre froide, la Stasi a espionné les gens d'une façon extrêmement perverse
Et les gens inventaient des stratagèmes très élaborés pour cacher à la Stasi le peu d'intimité qu'ils avaient. Ils n'ont fait l'inverse. Alors qu'officiellement, il n'y a pas de Stasi. Donc, ça c'est une question éthique. Est-ce qu'on veut préserver à tout prix notre vie privée? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut avoir le droit, par exemple, d'aller à un endroit sans qu'il soit possible à quiconque de savoir qu'on y est allé? Personnellement, moi j'y tiens beaucoup, à cette liberté-là. Je ne suis pas sûr qu'elle soit garantie et je ne suis même pas sûr que tout le monde la souhaite. Troisième question éthique fondamentale, la question d'un monde à deux vitesses, voire à 2 degrés d'humanité, les riches bénéficiant des avancées technologiques pour augmenter leur performance physique et intellectuelle, tandis que les pauvres continueront de vivre comme des homo sapiens non modifiés. Voilà. Est-ce qu'on va vers une humanité qui sera techniquement divisée, techniquement clivée, on pourrait dire, comprenant des êtres aux capacités d'empathie sectorisées et à la compassion circonscrite? C'est déjà le monde actuel. Hein. Entre ceux qui ont accès à des soins médicaux, par exemple, de très bonne qualité, et par exemple, je sais pas, j'imagine un Américain très riche qui vit dans un quartier où il sait qu'il aura beaucoup de mal à mourir, parce qu'il y a des soins maintenant tellement performants qu'on peut quasiment empêcher quelqu'un de mourir. Mais à d'autres endroits du monde, il y a des gens qui vivent avec $1 par jour. Et tout cela forme une seule humanité. Il n'y a qu'une espèce dans l'humanité. Hein. Il n'y en a pas deux. Ça veut dire que si je prends l'Américain, que j'ai pris en exemple, et que je l'accouple avec une Éthiopienne qui vit avec $1 par jour, si tout se passe bien, ça fera un enfant. C'est ça qu'on appelle une espèce. Mais est-ce que cette situation se produit souvent? Et est-ce que les différences dans les conditions de vie ne sont pas devenues tellement importantes qu'elles éliminent tout lien d'empathie entre les gens qui vivent dans des situations complètement différentes? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont quasiment aujourd'hui ce qu'on appelle des post-humains, c'est-à-dire des gens qui ont des conditions de vie que même les utopistes du XIXe siècle n'auraient pas pu imaginer. Ils vivent dans un confort matériel que personne n'avait pu prévoir. Est-ce que ces gens disent « nous sommes des post-humains, mais rien de ce qui est humain nous est étranger » ou est-ce qu'ils disent « nous sommes des post-humains et les homo sapiens sont des crétins » Voilà. Donc ça rejoint un questionnement qui avait été formulé par Hannah Arendt dans un livre qui s'appelle « La condition de l'homme moderne », qui a été publié en 1958, où elle pose 3 questions très pertinentes qui, à mon avis, devraient ouvrir notre débat. Première question, est-ce que les innovations technologiques changent les conditions de vie humaines? Façon de se déplacer, de travailler, de communiquer, etc. La réponse, évidemment, est oui. La technologie change les conditions de vie humaine. Deuxième question, est-ce que les technologies changent ou vont changer la condition humaine? La condition humaine, c'est-à-dire le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport à autrui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un effet de seuil? Est-ce qu'à force de changer les conditions de vie humaine, on va aussi changer la condition humaine? Sans doute que oui. Je pense que le rapport à la vie, aujourd'hui, est modifié par la technique. On est capable de choisir des embryons, etc. Le rapport à la mort également. Troisième question, est-ce que la technologie va changer, non pas la condition humaine, mais la nature humaine? Qu'est-ce qu'on appelle la nature humaine? Est-ce que nous voulons rester dans les frontières de notre condition? Ou est-ce que nous acceptons d'utiliser autant que faire se peut la technique
pour modifier les contours de notre condition? C'est ça la question. Et vous voyez bien que ce n'est pas une question scientifique. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez vivre aussi longtemps que possible? Ou est-ce que vous voulez mourir à l'âge que votre condition actuelle vous permet d'espérer? Est-ce que vous voulez procréer à n'importe quel âge? Est-ce que vous acceptez la dégénérescence de vos capacités physiques et intellectuelles? Voilà, c'est ça les questions. Autrement dit, dans quelle mesure sommes-nous d'accord pour confier à la technique, à commencer par les nanosciences, qui sont les plus performantes de ce point de vue-là, au moins sur le papier, des possibilités de sortir de la condition humaine telle que nous l'avons connue? Par exemple, si vous aviez rencontré je sais pas moi, un duc du Moyen-Âge, parce que je disais, les technologies, ou plutôt l'accès aux technologies aujourd'hui, augmente les inégalités. Au XIIe siècle, un duc avait un droit de vie et de mort sur les serfs. Et donc, symboliquement, leurs conditions étaient très différentes. Mais du point de vue des conditions de vie, il y avait évidemment des différences. Mais quand le duc avait une rage de dents, il allait aussi mal que le cerf. Et si vous aviez dit au duc, dans quelques siècles, on pourra faire Paris-Marseille en 3 heures, mais il aurait dit, mais l'être vivant qui fera un tel exploit sera soit un ange particulièrement véloce, soit un oiseau très très rapide qu'on n'a jamais vu, mais jamais il n'imaginait qu'un être humain pourrait faire cela. Autrement dit, aux yeux d'un cerf du Moyen-Âge, nous sommes déjà des post-humains. Nous sommes sortis de la condition humaine telle qu'il a définie à l'époque. Et donc on pourrait dire que techniquement, nous avons déjà quitté les conditions de vie qui étaient celles de l'humanité pendant la plus grande partie de son histoire. Et la question c'est, jusqu'où on va? Voilà ce que je voulais vous dire, et c'est, j'espère en tout cas, l'amorce d'un débat entre nous. Je vous remercie pour votre attention.